Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons ce journal. Bonsoir à tous, c'est les 20h sur la RTNC et à la une de ce journal de lundi 9 décembre, le 9e sommet des chefs d'État d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques ACP à Nairobi au Kenya. Les dirigeants de ces groupes, parmi lesquels les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, vont approuver les résultats des négociations en vue d'un nouvel accord de partenariat ACP Union européenne. On en parle tout à l'heure dans ce journal. En ce qui concerne l'actualité c'est aussi la journée internationale de la lutte contre la corruption qui freine les développements sociaux et économiques, affaiblit les systèmes éducatifs et les systèmes de santé. Dans ce journal, à suivre le résumé du message du vice-premier ministre, ministre de la Justice. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à ce journal de 20h sur la RTNC. Je le disais tout à l'heure, Nairobi, la capitale kenyane, accueille depuis ce matin le 9e sommet des chefs d'État et des gouvernements du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Une rencontre au sommet à laquelle prend part le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, un groupe ACP transformé et engagé en faveur du multilatéralisme. C'est le thème sur lequel devront s'appuyer les dirigeants de ces groupes pour approuver dans la finalité les résultats des négociations en vue d'un nouvel accord de partenariat ACP Union européenne. L'arrivée plutôt du président de la République sur place à travers ses commentaires de Willy Atunakov. C'est le lundi 9 décembre 2019, dans la matinée, à bord du jet présidentiel en provenance de Kigali au Rwanda, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Nairobi, au Kenya, par l'aéroport international Jomo Kenyatta, où il a eu droit à un accueil officiel digne. Tapis rouge déroulé pour la circonstance, bouquet de fleurs, chaude et d'honneur, salutations du personnel de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Nairobi. Après la signature du livret d'or, suivi d'un bref entretien au pavillon VIP de l'aéroport, le cortège présidentiel s'est ébranlé directement au Centre international des conférences Kenyatta, où le chef de l'État de la République démocratique du Congo a pris part, aux côtés de ses pairs du groupe ACP, à l'ouverture officielle des travaux du 9e sommet de chefs d'État et de gouvernement ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, placé sous le thème « Un groupe ACP transformé et engagé en faveur du multilatéralisme ». Il s'agit en fait de la 3e visite officielle du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Nairobi. Parmi les membres de la délégation congolaise à ces assises, l'on a noté la présence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marine Toumba Nzenza, et de son collègue de l'industrie, Julien Paluku Kaongia. Et bien avant la rencontre au sommet de Nairobi, les chefs de l'État, sur invitation de son homologue rwandais Paul Kagame, a pris part au festival d'Idekouzi, parmi les personnalités des hauts rangs, notamment le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Félix Tshisekedi a présenté sa vision de la gouvernance. Giscard Koussema pour d'autres précisions. Assurer le leadership au niveau sous-régional et faire entendre la voix de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations, telles sont les motivations de cette 2e visite officielle du chef de l'État en terre rwandaise. Accueilli à l'aéroport de Kigali par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussitôt pris la direction de Masaka au festival des idées des Koussi où l'attendait son homologue Paul Kagame. Dans l'auditorium de Intare Arena, le mythique siège du FPR, le président de la RDC était choisi parmi les panélistes de notoriété pour réfléchir sur ce que sera l'Afrique dans les 60 prochaines années. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le premier ministre honoraire du Kenya, Raila Odinga, les chefs d'État, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont tour à tour donné leur vision sur l'Afrique au regard de nombreux défis de paix, sécurité, développement et bonne gouvernance. Tous sont unanimes que l'Afrique est un continent d'avenir au regard de son énorme potentiel humain et environnemental. Tous rêvent une Afrique unie grâce au programme intégrateur dont les pionniers restent les barrages d'Inga 3 en République démocratique du Congo. Grand défenseur de la zone de libre-échange, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur l'adhésion de la RDC à la East African Community.
La demande d'intégration a obtenu l'unanimité des soutiens des États membres. En tant que pays, le Congo, de par sa position géostratégique, est un formidable carrefour entre plusieurs communautés politiques et économiques régionales. Et donc, nous nous sommes dit il faut bien aller dans toutes ces communautés, être une sorte de trait d'union entre le nord et le sud de l'Afrique, l'est et l'ouest, et nous en avons la capacité, de par sa taille et de par ses potentialités. Voilà pourquoi, pour nous, l'enjeu des infrastructures est très important. Il faut que le Congo, qui jusqu'ici a été un des derniers, je veux dire, dans ce domaine, vu les possibilités qu'il a, se lance dans la construction d'infrastructures, parce que cela aussi va, j'ai parlé de l'Afrique tout à l'heure, favoriser l'intégration régionale. Et c'est ce qui nous a poussé très récemment à faire la demande d'adhésion à l'East African Community, parce que nous pensons que l'Afrique ne va pas réussir une intégration immédiate dans toute sa largeur, sa grandeur, mais cela ira étape par les communautés sous-régionales qui doivent d'abord s'ouvrir en leur sein, établir des échanges commerciaux et autres, et ensuite, petit à petit, faire le lien avec d'autres communautés et arriver à élargir cette intégration à toute l'Afrique. Considérés comme les hauts lieux de réflexion et perspective, les festivals du Dédékoussi a le mérite d'éveiller la conscience collective sur le potentiel du continent africain et dont la République démocratique du Congo a un rôle non moins important à jouer. Et avant l'étape de Kigali, le président de la République a échangé avec une délégation de Tekeumbu. Suivez. La question des conflits coutumiers dans certains regroupements de notre pays et celle des participations des autorités coutumières dans les institutions de la République ont constitué l'essentiel de l'audience qu'a accordé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au détenteur du pouvoir ancestral Tekeumbu de la ville-province Kinshasa. Conduit par le chef David Matadi Kibala, la délégation a profité de l'occasion pour présenter aux garants de la nation les problèmes socio-culturels qui se posent dans cet espace Tekeumbu. En face d'elle, il y avait une oreille attentive. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré ses hôtes de son implication personnelle pour la résolution de tous ces problèmes. Très émerveillés par la qualité d'écoute du chef de l'État, les chefs coutumiers n'ont pas caché leur satisfaction. La communauté réclamait le quota de Kinshasa, ce qu'on appelle la géopolitique, la représentativité nationale, que le Teke et le Wumbu soient représentés dans toutes les institutions du pays. Sa réaction était très bonne, très favorable. Il nous a promis d'insérer la communauté Tekewumbu dans toutes les institutions du pays. Les invités de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont aussi exprimé leur volonté d'accompagner les autorités de la République dans leurs efforts d'améliorer les conditions sociales des Congolais. La lutte contre les violences sexuelles dans le Haut-Ouélé, bien les femmes leaders du territoire de Ouacha trouvent une alliée de taille. Il s'agit de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Cette délégation est venue justement solliciter l'implication de la présidente de la Chambre basse, Sylvie Moembo, sur les images de Bernard Baudot. Au-delà de félicitations pour son avènement au perchoir et les encouragements dans l'exercice de ses fonctions, les femmes leaders du territoire de Ouacha dans la province du Haut-Ouélé sont venues en délégation auprès de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyoko Moudiaye, pour qu'elle pèse de tout son poids dans la solution à mettre en place par rapport aux viols et violences sexuelles dans les sites d'exploitation de l'or. Nous sommes venus précisément pour demander son assistance et son orientation afin de nous connecter avec les organisations féminines, afin de nous soutenir pour nous sortir dans les conséquences de leur paillage, là où il y a des violences, des décès, il y a beaucoup de choses. Il est attendu que l'initiative de rencontrer le speaker de la Chambre basse du Parlement se fonde sur la profonde connaissance qu'elle a en matière de violences sexuelles. Destitué ou pas destitué, en tout état de cause, le gouverneur du Haut-Lomami est à couteau tiré avec l'organe délibérant provincial. La question était à l'ordre du jour au Sénat. Et Jeuni Dada Chabani.
Le gouverneur du Olomami, Lengue Massangumpoyo Marcel, est bel et bien en fonction. Il n'a jamais été limogé par l'Assemblée provinciale de sa province. C'est ce qu'on retient de l'audience lui accordée par le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba. À l'issue de cette audience, il a éclairé l'opinion sur cette question. La destitution d'un gouverneur, il faut qu'il y ait une démission acceptée par le président de la République. Elle n'existe pas encore. L'Assemblée s'est réunie, avait d'abord lancé une motion de défiance qui ne respectait pas les règles. C'est une motion de défiance signée par une seule personne. Nous n'avons jamais vu les signataires, entre guillemets, qu'ils ont dit qu'ils existaient. Or, une telle motion doit avoir au moins 10% des membres de l'Assemblée provinciale, qui compte 28 personnes. 10%, ça signifie 2,8. On ne peut pas prendre 2,8, c'est au moins 3 personnes, et pas une personne. Cette motion a été écrite sur l'ensemble, l'emblème, ou l'entête plutôt, de l'Assemblée nationale, provinciale, sans qu'elle ne soit réceptionnée. On n'a pas d'accusé de réception sur cette motion de défiance qui a été transmise directement par le président de l'Assemblée vers nous. C'est qui était déjà une entorse, sans qu'une plénière ne soit organisée qui accepte cette motion de défiance. Eh bien, nous parlons d'autre chose à présent. Les habitants, du moins les quartiers le long du fleuve Congo, ont été touchés par les inondations causées par les eaux de pluie. Le Premier ministre est arrivé sur place. Les victimes seront délocalisées et relogées. D'autres précisions à travers ces commentaires de Françoise Belabouaki. Le grand monde sous eau. Des familles ont été forcées de quitter leur habitation. Nous sommes au quartier Kingabwa Pêcheur, commune de Limete. Alerté par la montée des eaux, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba vient répondre aux cris de détresse. Le chef du quartier, qui loge ici depuis 1975, témoigne que jamais la crue n'a atteint ce niveau. La terre ferme a disparu. Ces femmes disent de tenir des documents légaux. Elles n'ont nulle part où aller. Nous devons nous battre pour que les eaux qui montent là puissent se calmer. Nous allons essayer de répertorier les sites fragiles, comme les sites ici, là où vivent les gens, là où ils ne devraient pas vivre, de manière à ce que nous puissions envisager, même d'abord provisoirement, délocaliser les personnes qui sont là. Un appel est lancé aussi à notre population pour qu'elle puisse faire attention. Vous ne pouvez pas vous faire rouler comme ça par tous les chefs de quartier venus de je ne sais où, qui viennent vous vendre des parcelles qui ne sont pas des parcelles en réalité. Ce quartier est voisin de la cité du fleuve, réputée pour ses constructions. Elle est en train de s'affaisser. La cité est mouillée. Plusieurs familles ont abandonné leurs résidences équipées. Le Premier ministre fait la marche pour découvrir le spectacle. Les appartements qui ceinturent la concession, avec vue imprenable sur le majestueux fleuve, ont été le premier à être visités par l'eau qui peine à se retirer. Les allées ont disparu, les aires de jeu et les cours aussi. Il est annoncé d'autres pluies sur Kinshasa. La solution intermédiaire serait de déménager. L'indice de perception de la corruption tel que vu par Transparency International en 2018 démontre clairement que la lutte contre ces fléaux à l'échelle mondiale est au point mort et la République démocratique du Congo n'est pas épargnée, avec comme sous-thème « Corruption, véritable cancer social pour le peuple congolais ». Le vice-premier ministre, ministre de la Justice Célestin Tundaya Kassende a fait un message à ces sujets. En voici un extrait. Le 9 décembre 2019, un jour qui marque le 11e anniversaire de la Journée internationale de lutte contre la corruption, journée organisée pour la première fois en 2008 à l'initiative de l'ONU. Thème retenu cette année, unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité, avec comme sous-thème national, corruption, véritable cancer social pour le peuple congolais. Ce thème pousse à plus de réflexions sur la corruption, dont la lutte doit être l'affaire de tous. Chers compatriotes, pour mettre en œuvre la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement conduit par son Excellence, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, nous devons concevoir en urgence une stratégie nationale de lutte
contre la corruption qui définissent notre politique en matière d'éducation, de prévention et d'application de la loi concernant la corruption. La lutte contre la corruption est en effet devenue aujourd'hui un enjeu global par sa dimension transnationale et par son caractère transversal. La corruption est l'une des graves menaces qui pèsent sur le développement, sur l'état de droit, mais également sur la sécurité et la stabilité des États et au-delà sur la sécurité internationale. La corruption a un impact négatif, incontestable sur le développement. Cet impact est d'autant plus fort que les populations les plus touchées par la corruption sont aussi, et bien souvent, les populations les plus pauvres. La corruption pèse également sur l'état de droit lorsqu'elle affecte des secteurs comme la police ou la justice, favorisant un environnement antidémocratique, contribuant à la déstabilisation des États, voire des régions entières, et compliquant ainsi davantage la réalisation des objectifs du millénaire. En ce qui concerne la justice, les douanes, les impôts, l'immigration, l'enseignement supérieur et universitaire, l'administration publique, la police, l'armée, les entreprises publiques et tous les secteurs de la vie nationale, tout le monde se souvient de Madessu Abana, de Mbote Alikasu, de Namelamai, des fonctions et l'équigrade, des mbongo et transport, du circuit ou branchement, des points sexuellement transmissibles, des katamilomo, des nkosamishiku, des masolo, des fungwama, des lesapunda, pundelesayo, des motivations, des copes et l'équisalaire, etc., etc. Aussi, pour mener la lutte contre la corruption, la détermination des États, mais également d'autres acteurs comme le secteur privé est essentielle. Il est aussi important de pouvoir s'appuyer sur des outils efficaces. C'est dans cette perspective que j'ai annoncé et j'y travaille pour la mise sur pied des organismes appropriés de proximité pour dénicher, traquer et réprimer la corruption dans ces diverses manifestations. Comme a dit Alexis de Tocqueville, ce qui met en danger la société, ce n'est pas la grande corruption de quelques-uns, c'est plutôt les relâchements de tous. Effectivement, pour que la lutte contre la corruption puisse vraiment réussir, une prise de conscience effective de la part de chaque citoyen est indispensable et une forte volonté politique de la part de nos dirigeants est plus que nécessaire. Alors, engageons-nous dès maintenant. Mobilisons-nous dès à présent, conjuguons nos efforts afin de lutter contre la corruption et bâtir ensemble un avenir meilleur pour nos enfants. Eh bien, l'intégralité de ces messages à suivre juste après ce journal. Dans la même logique, c'est le bras séculier du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. L'Observatoire de surveillance de la corruption et l'éthique professionnelle vient de lancer un programme d'urgence anti-corruption. Les détails dans ce reportage de José Baïtombo. La corruption, voilà un fléau qui fait ravage dans tout le secteur de la vie nationale en République démocratique du Congo. Le ministère de la fonction publique, à travers l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, a ouvertement déclaré la guerre contre cette pandémie. Pour y arriver, un programme d'action d'urgence anti-corruption est initié. Il est plus question de contrer mieux, d'endiguer les effets de ces fléaux sur l'économie du Congo à l'instar de nations modernes. Au dire de Yolande Bongo Bosongo, ces activités seront étalées sur plusieurs séquences. À court terme, organiser une croisade anticorruption pour un Congo nouveau étalé sur les activités suivantes. Un cycle de conférences anticorruption sur le rôle de toutes les parties prenantes dans la lutte contre la corruption. Et le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Célestin Tundaya Kassende, qui lance officiellement ses activités, d'ajouter que le gouvernement de la République accorde une grande importance à l'instauration des institutions capables de sous-tendre la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la lutte contre la corruption un des segments prioritaires de son programme du gouvernement. Les experts des institutions étatiques sont à pied d'œuvre dans le laboratoire du gouvernement
pour doter la République démocratique du Congo d'une stratégie efficace et d'un cadre légal et institutionnel de lutte contre la corruption adapté au contexte politique du moment. Institutionnaliser le pratique de transparence et de gestion démocratique au sein de l'appareil étatique reste le maître mot, a affirmé à son tour Saint-Augustin Mwendambali, directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. La République démocratique du Congo se donne une discipline budgétaire et une nouvelle approche qui doit être consolidée. Le vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayomabé, qui a eu une séance de travail avec une délégation du département juridique du Fonds monétaire international. D'autres explications à travers ses commentaires. Une séance de travail qui s'est focalisée sur un diagnostic profond posé par les départements juridiques du Fonds monétaire international et la vice-primature du budget du cadre budgétaire. Le vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayomabé, a affiché sa ferme volonté de travailler sans relâche dans le sens de la maîtrise de la dépense, comme pour dire pas de dépenses extra-budgétaires lors de l'exécution du budget 2020. Les discussions se sont poursuivies entre experts de deux parties sur l'informatisation de la chaîne de la dépense. Pour revenir à la gestion sur base caisse du budget, Jean-Baudouin Mayomabé adopte une nouvelle approche. Les dépenses seront effectuées secteur par secteur, une manière d'éviter certaines dépenses urgentes. Une soupape de sûreté, propos du directeur de cabinet Jean-Marie Bamporiki au délégué du Fonds monétaire international. Budget 2020, les gouvernements à travers les ministères du budget rassurent sur le fait que les choses se feront autrement, faisant allusion à la note circulaire destinée aux gestionnaires des crédits. A noter par ailleurs que la mission à Kinshasa des délégués du département juridique de cette institution de Bretton Woods prend fin le 20 décembre prochain. Le programme alimentaire mondial, son rôle dans l'assistance à l'endroit des personnes victimes des conflits armés touchés par des catastrophes naturelles, sujet au cœur des échanges entre Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan et une délégation du programme alimentaire mondial. Et la même délégation a été reçue également par le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'est un condensé signé Peggy Mukunda. L'ensemble des activités du programme alimentaire mondial mené en République démocratique du Congo, particulièrement le rôle qu'il joue dans l'assistance des personnes touchées par les conflits armés, les catastrophes naturelles, la problématique de malnutrition et la problématique des supports des petits agriculteurs dans les différentes provinces du pays, autant de sujets évoqués par la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemboué, et une délégation du programme alimentaire mondial conduite par le nouveau représentant au directeur pays Claude Jibidar. Le rôle du programme alimentaire mondial dans la réponse Ebola, et nous avons particulièrement passé du temps à parler du besoin et du potentiel de mettre en place des activités de cantine scolaire pour les enfants en école primaire comme un des moyens efficaces pour aider et contribuer à l'éducation des enfants. La même délégation a été reçue par le ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga. Le programme alimentaire mondial PAM déterminé à accompagner le gouvernement via le ministère de l'EPST pour matérialiser le projet sur l'installation des cantines alimentaires scolaires sur le territoire national. Objectif, lutter contre la malnutrition chez les enfants scolarisés et surtout dans certaines contrées du pays victimes des conflits ethniques. Donc la discussion aujourd'hui, c'est de raviver cette initiative de cantine scolaire, mais la raviver de manière plus stratégique pour pouvoir démontrer que les cantines scolaires sont une priorité du gouvernement et non une priorité du programme alimentaire mondial, et ainsi pouvoir faire en sorte que les financements arrivent de manière pérenne pour ces activités de cantine scolaire. Cette délégation a saisi l'occasion pour féliciter les patrons de l'EPST pour le niveau des croisières que prend le processus de la gratuité en RDC.
Définir les axes stratégiques et prioritaires qui seront in fine intégrés dans la vision Faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2020 de l'Union africaine. C'est entre autres l'objectif de l'atelier régional de validation du programme quinquennal de mise en œuvre de la Convention de Kinshasa. Nono Mansekou et Guilhem Mukunga nous disent un peu plus à travers ces commentaires. Les experts gouvernementaux venus de plusieurs pays de l'Afrique, à savoir les Burundi, l'Angola, les Rwanda, les Gabon, les Cameroun, les Tchad, les Sao Tomé, la République centrafricaine et j'en passe, vont au cours de cet atelier régional de validation examiner pendant 3 jours les projets du programme d'action quinquennal de mise en œuvre de la Convention de Kinshasa pour le contrôle des armes légères et des petits calibres, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage, un projet préparé par le secrétariat général de la CAC. Monsieur Ileka Atoki, secrétaire général aux affaires étrangères, a avant de lancer l'ouverture de ces assises organisées par le secrétariat général de la CAC en collaboration avec le gouvernement de la RDC, exhorté les participants à bien réfléchir pour que ces programmes ne soient pas un document de bureau, mais plutôt un outil de travail sur terrain. Dans un domaine sensible comme celui du contrôle des armements, il y a forcément un pas à faire. Et faire ce pas requiert souvent de la volonté et de la détermination. Je voudrais donc vous exhorter de définir des objectifs et des résultats clairs à atteindre, d'arrêter des actions réalisables, de réfléchir sur les moyens et d'avoir des indicateurs objectivement vérifiables. Pour sa part, Hortense Nguema, représentante du bureau des liaisons de l'Union africaine auprès du secrétariat général de la CAC, a souligné les bien fondés de cet atelier. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons réaliser cet objectif et surtout que nous pouvons faire taire les armes et abaisser inexorablement la courbe des conflits dans cette sous-région hautement stratégique pour le continent. Au terme de ces travaux, le secrétariat général de la CAC voudrait disposer d'un programme quinquennal de mise en œuvre de la Convention de Kinshasa validé par les experts des États membres. Les objectifs de développement durable au cœur d'un atelier lancé ce matin dans la capitale, atelier qui a connu la participation du ministre des Médias et de la Communication, Jolino Makelele. D'autres détails à travers ces reportages de nos confrères de la RTNC2. L'objectif poursuivi est de favoriser les processus de consultation inclusifs, ouvertes et transparentes entre les différents journalistes à l'échelle mondiale. Utiliser des mécanismes autant internationaux que nationaux afin de s'assurer de l'incorporation des leçons apprises et les expériences de tous les intervenants. Pour cette séance inaugurale, les travaux se sont appesantis sur la présentation du programme de l'atelier et celle des 17 objectifs de développement durable. Des objectifs qui visent notamment de mettre fin au fléau de l'extrême pauvreté et de la faim, arrêter de détériorer la planète et combattre les intolérables inégalités au cœur du désespoir. Ce qui est important pour nous, c'est qu'à la fin de cette formation, nous puissions, créer un réseau de journalistes pour la mise en œuvre des ODD. 2, créer une plateforme électronique où on va mettre le maximum d'articles sur les ODD et les documents pour que les journalistes puissent chaque fois aller chercher de la documentation et écrire. Et enfin, que nous puissions chaque jour voir quelque chose sur les ODD. S'en est suivi les interventions successives du représentant du vice-premier ministre, ministre du Plan, et celui du ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias. Convertir les journalistes en avocats, en rédacteurs en chef d'un plaidoyer convaincant en faveur de ces objectifs auxquels a souscrit la République démocratique du Congo, qui s'est donné pour ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 2030. Mon vœu le plus sincère est qu'au terme de ces assises, les pouvoirs publics congolais n'aient plus d'autre choix légitime que de s'appuyer sur ces journalistes plus aguerris, capables de rendre compte, d'éveiller en conscience les consciences, de mobiliser les énergies et d'accompagner les institutions de notre pays dans leur quête d'une société plus juste et plus solidaire grâce aux objectifs du développement durable. Les participants à ces assises bénéficieront de l'expérience approfondie à travers les échanges d'idées et orientations en leur faveur sur base du savoir-faire des experts.
Festivités de fin d'année, on en parle également dans ce journal. La courbe de consommation des produits alimentaires de première nécessité augmente à Kinshasa comme partout ailleurs. Pour se rassurer de la quantité des stocks et de la qualité même, la ministre de l'économie et les vice-ministres ont fait la ronde de grands entrepôts de la capitale. Annie Mbalaka et Guy Blaise Kitiki étaient dans sa suite. Quelques jours des fêtes de fin d'année, Akase Bandoubola, ministre de l'économie nationale, et son vice-ministre Didier Okito ont troqué leur tenue de ville au profit de celle de combat. Les quantités de stocks, des produits de grande consommation, la hausse des prix illicites et la rétention des stocks, voici les armes à combattre. De l'entrepôt de Egal à Barumbu, en passant par Sosimex, Mino Congo, Inalca et autres, tous ont été visités au peigne fin. Le stock reste disponible. Les stocks qu'il y a actuellement au niveau national restent acceptables. Nous avons dit le peuple d'abord parce que dans la vision du chef de l'État, les sociales passent en premier lieu. Les chefs de l'État voudraient qu'en ce temps de fin de l'année, que les Congolais puissent bien fêter, puissent passer de fêtes dans la sérénité et surtout qu'il n'y ait pas de hausse illicite de prix. Voilà pourquoi nous sommes en train de vérifier chaque produit de première nécessité en ce temps de fin de l'année. Nous voulons qu'il passe vraiment de fête avec joie et avec toute bonté. Nous allons être là pour vérifier que le prix sur le marché correspond à la marge bénéficiaire qui avait été imposée par la loi, qui est de 10 à 20%. La hausse des prix illicites et la rétention des stocks ne sont que des spéculations. Nous sommes un état de droit qui s'est construit. Et les règles de jeu doivent être respectées que par nous les autorités, par des citoyens et par des opérateurs économiques. Et tous ceux qui seront en dehors de la loi doivent subir justement la rigueur de la loi, la rigueur de la législation. Et nous allons vraiment veiller à cela. La population congolaise doit s'apaiser. Les chinchards, poulets, riz, huile et autres produits sont en quantité suffisante pour couvrir tous les pays sans aucune hausse des prix jusqu'en 2020. Et place à présent à cette activité au ministère du Développement rural avec Rodépanda. Suivez. C'est une conférence nationale de haut niveau sur la gestion des grands projets publics d'investissement axés sur les bénéfices sociaux, organisée par la cellule de suivi des projets et programmes du ministère des Finances et les projets d'appui au développement des infrastructures rurales, pas dire projets sous tutelle du ministère du Développement rural en partenariat avec la firme canadienne Innovation, Leadership et Performance ILP. Cette rencontre de 2 jours tenue à Roméo Golf dans la commune de la Gombe réunit le secrétaire général, les directeurs et coordonnateurs des différents projets et programmes ainsi que l'expertise étrangère des pays africains et le Canada. Le directeur de cabinet du ministre du Développement rural, le professeur Abed Nkonto, a, au nom du ministre Guy Mikulu Pombo, salué la tenue de ces assises et encourage les participants à s'imprégner de cette nouvelle approche qui vise les bénéfices sociaux avec une mention de reconnaissance à la Banque africaine de développement, un des bailleurs de fonds de la RDC. Le secrétaire général intérimaire au développement rural, Joseph Mwamba, qui coordonne ces assises, précise. Comme le ministère du développement rural vit en milieu rural avec les ruraux, la grande partie des projets et programmes s'adresse aux ruraux. C'est ainsi que le ministère des Finances oriente les bailleurs vers les milieux ruraux. Aujourd'hui, la manière d'écrire et d'exécuter le projet partira d'en bas. La gestion sera désormais participative. Au nom du ministre des Finances, le directeur de cabinet, le professeur Vincent Ngonga, a, au nom de son ministre, ouvert ses assises. Il vous recommande de faire un vrai diagnostic sans complaisance afin de dégager une thérapeutique capable de remettre ce dernier sur le rail et de vous focaliser sur la bonne gouvernance des projets et d'identifier les mesures efficaces sur la bonne gouvernance des projets pour accélérer la mise en œuvre qui permettra d'améliorer une bonne durabilité. Et sur cette note, je déclare au nom de son Excellence Monsieur le ministre des Finances ouvert le travaux de la conférence. Et dans le chapitre politique au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, l'heure est à la vulgarisation des recommandations des travaux de Lubumbashi. Eh bien, le secrétaire exécutif national de ces partis a entamé une tournée dans la capitale pour sensibiliser en premier lieu les chefs des cellules de base. Odilon Kayuma pour les détails. Conformément aux instructions données par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, tous les cadres du PPRD jettent leurs forces dans la bataille afin de vulgariser à la base les recommandations
issus des récents travaux de Lubumbashi. Travaux qui ont consisté à porter un regard critique sur la marche du parti, histoire de permettre à la famille politique chère à Joseph Kabila Kabange de corriger les erreurs du passé sur le plan tactique pour mieux affronter l'avenir. C'est dans cette logique que le secrétaire exécutif national chargé de la propagande et mobilisation a rencontré les responsables de toutes les cellules de base dénommées les compagnons de Néhémie Mouilagnan pour la paix et le développement. Il les a appelés à travailler plus dans le recrutement des nouveaux militants pour maintenir le PPRD au rang de première force politique du pays en termes de sièges élevés raflés à l'Assemblée nationale, au total 125. Je suis venu leur dire qu'ils doivent aller dans toutes les rues, avenues de la ville de Kinshasa pour implanter les PPRD. Nous voulons que les PPRD puissent entrer dans toutes les maisons et dans tous les foyers. Nous sommes fiers de recevoir aujourd'hui le secrétaire exécutif ici chez nous, sur mandat du secrétaire permanent du PPRD pour venir réarmer encore les troupes. Le CNPD, c'est une pépinière, comme je l'ai dit, du PPRD. Et nous serons toujours derrière Joseph Kabila avec la philosophie de l'énémisme. Mais je pense que le secrétaire permanent du PPRD le sait et nous l'accompagnerons toujours. Les chefs des cellules de base ont pris bonne note des orientations transmises par Dunia Kilanga qui a promis de sillonner toutes les 24 communes de Kinshasa pour redynamiser les activités à la base. Et pour redynamiser les activités des femmes, la SOFACI, une structure de soutien aux actions du président de la République, vient de procéder à l'installation de la coordination nationale de la LUFA, entendue par la lutte des femmes. Images et commentaires. Une réunion stratégique initiée par le président de la SOFACI, Jean-Pierre Tshisekedi, qui a permis de faire le point sur les fonctionnements de la dite structure, résumée en 4 principaux points. Une rencontre en présence du staff dirigeant qui a vu également l'installation de la coordination nationale de la LUFA, la lutte des femmes, tenant compte d'une certaine représentativité entre provinces. Véro Anunga, femme au grand cœur telle que présentée à l'opinion, qui occupait jusque-là la fonction de la présidente de la LUFA Kasavubu, assume désormais la fonction de la 2e vice-présidente nationale. C'est depuis longtemps que je rêve de soutenir les chefs de l'État en apportant ma contribution. Et maintenant, le rêve s'est réalisé. Les femmes bâtissent la nation et c'est avec elles que le chef de l'État peut compter pour bâtir le Congo. Je suis très contente, mais voici aujourd'hui cadre de la SOFACI. La nouvelle équipe s'engage donc à redynamiser les activités pour plus de visibilité. La bipartite employeur-ban syndical de la RTNC s'est tenue ici à Kinshasa. Des questions sur l'amélioration des conditions de travail du personnel de ces médias publics ont été évoquées. Suivez. En cette 4e journée des travaux paritaires mixtes, la direction générale et l'intersyndicale, les participants ont abordé plusieurs sujets concernant les agences et cadres de la RTNC. Nous avons estimé parler du statut qui devait être révisé normalement parce qu'il y a des articles à être amendés que nous allons traiter et puis il y aura la convention collective qui sera révisitée. Mais il n'y a pas un grand travail par rapport à la révisitation de la convention collective ainsi que d'amendement de des articles qui restent pour le statut. Et nous avons estimé aussi opportun de pouvoir parler sur le revenu qui revient à la RTNC des droits au niveau du ministère du Budget qui sont activés d'une manière sans que la RTNC ne soit pas réellement associée parce qu'elle est propriétaire. Là, nous avons parlé des fonds d'investissement, des fonds d'intervention, des différentes interventions économiques et ainsi que certains fonds connexes qui sont utilisés, qui sont activés par, vous le saurez au moment opportun, par d'autres qui ne sont pas propriétaires de ce fonds. Le délégué de 2 parties se sont convenus de se rencontrer prochainement pour la conclusion des dossiers. Ernest Kabila Ilunga.
Toutes nos excuses pour la qualité de ces reportages. La fin de l'analogique et la migration vers la télévision numérique terrestre, un fait réel en République démocratique du Congo et qui bouscule même certaines habitudes dans des foyers. Eh bien, les géants chinois de la télédistribution StarTime vient de lancer son décodeur TNT. On écoute à ces sujets les chargés des communications des StarTimes RDC. Décidément, la République démocratique du Congo est en train de prendre les derniers virages conduisant à la migration effective à la télévision numérique terrestre, comme en témoigne un ensemble de signes perceptibles par tous et dont les effets sont ressentis dans nos foyers. À titre d'exemple de ces signes, citons l'extinction en analogique des chaînes locales les unes après les autres, obligeant ces dernières à intégrer les numériques à travers la télévision numérique terrestre, TNT en sigle. C'est dans ce contexte et au regard de son expertise prouvée avérée dans le secteur de la radiodiffusion que les géants opérateurs de la télévision payante en Afrique, StarTimes pour ne pas les citer, prend les devants comme d'habitude et annonce à la population congolaise en général et celle de Kinshasa en particulier, la mise sur le marché du meilleur décodeur TNT StarTimes à 25 000 francs congolais, avec plus de 50 chaînes pendant 2 mois. Tenez, vous avez plus de 50 chaînes locales et internationales, toutes les thématiques confondues, du sport au cinéma en passant par la jeunesse et la musique, sans oublier l'actualité et la découverte. Nous invitons toute la population à s'en procurer en allant dans les shops StarTimes ou chez les distributeurs agréés. C'est pratiquement l'assaut final. Les FARDC ont franchi un pas important dans l'éradication des forces négatives dans la partie est du pays. On en veut pour preuve la prise des positions occupées il y a peu par les ADF et autres groupes armés dans la partie est du pays. Les porte-paroles de FARDC, le général Kassonga, appellent la population à soutenir les forces armées. Suivez. C'est l'occasion pour présenter des félicitations accentuées à la population de Béni et des environs, parce qu'elle s'est intégrée totalement dans les dispositifs d'alerte mis en place à travers le centre de coordination des opérations, et ces cellules d'alerte fonctionnent de manière merveilleuse. Et donc, grâce au fonctionnement de ces cellules, dans les quartiers, dans les avenues, dans les communes, mais également au niveau de la mairie, toutes les alertes données ont donné des résultats. Cela a permis aux unités d'intervention stationnées, prépositionnées, d'agir rapidement et plusieurs vies humaines ont été sauvegardées, mais également l'ordre public a été protégé chaque fois que cela a été indiqué. Dans la poursuite des opérations militaires d'envergure, votre armée continue à faire une pression renforcée sur l'ennemi là où il est localisé, mais également sur tous les fauteurs de troubles, y compris les forces appelées Maï Maï. Depuis que nous avons commencé ces opérations dédiées à éradiquer la menace terroriste de l'ADF, nos forces armées, votre armée, nous avons déjà encaissé 32 attaques venant de Maï Maï. Au moment où nous sommes en train de combattre l'ADF pour l'éradiquer, les Maï Maï nous ont attaqué 32 fois. Et donc, elles sont des forces supplétives à l'ennemi. Parce que l'ennemi, il ne faut pas s'en tromper, c'est l'ADF. Grâce à la pression militaire exercée de manière professionnelle par votre armée, nous assistons depuis un certain temps à un véritable festival de reddition. Hier, c'était le Maï Maï Mayani qui s'est rendu à Kalunguta, vous vous souvenez. Nous avons enregistré là-bas 861 éléments qui ont accepté de répondre à l'appel de la partie lancé par le chef de l'État et commandant suprême. Ici, avant-hier, le deuxième groupe à se rendre aux forces armées, c'est le groupe du général autoprogrammé Uhuru qui s'est rendu aux forces armées de la République démocratique du Congo avec 700 éléments à Tchani-Tchani. Dans le sud Kivu, vous le savez.
votre armée était en train de mener également des opérations d'envergure à Calais. Là-bas, les opérations étaient planifiées et menées de belle manière contre le CNRD. Avant-hier, grâce à cette pression militaire professionnelle, 1200 éléments et dépendants CNRD se sont rendus aux forces armées parce qu'ils ne pouvant pas échapper à la pression militaire de votre armée. Pourquoi ne pouvez-vous pas faire la même chose? Pourquoi ne pouvez-vous pas faire la pression sur l'ADEF? Partout où il se trouve, partout où il se cache, partout où ces éléments dormants se trouvent, faire la même chose, une pression populaire, ponctuée par la pression militaire, pour qu'une fois pour toutes, cet ennemi terroriste soit neutralisé de manière définitive et que les territoires de Béni, les villes de Butembo, de Lubero, connaissent la paix absolue, la paix totale. Et voilà, avant de boucler complètement ce journal, un mot de remerciement à l'intention du président de la République démocratique du Congo venant de femmes du journal officiel. Nous, femmes du journal officiel de la RDC, exprimons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nos remerciements le plus chaleureux pour la confiance témoignée à l'égard du genre féminin en nommant Madame Mireille Malengele Kuzoma au poste de directrice générale adjointe du journal officiel de la RDC. Cette nomination est une première car depuis sa création, aucune femme n'a été nommée à ces postes de responsabilité. Cela prouve combien vous croyez, Excellence Monsieur le Président de la République, à la compétence et au potentiel que possède la femme et surtout à son apport dans la réalisation de votre programme d'un Congo émergent, uni, fort à la face du monde. Ainsi, soyez rassurés, Excellence Monsieur le Président de la République, que la femme du journal officiel s'engage à honorer votre choix. Un communiqué signé par la commission femmes du journal officiel de la République démocratique du Congo. Et voilà, c'est la fin de 20h de ce soir. Joël Makela revient tout à l'heure à 22h pour la suite de l'actualité, à suivre en page spéciale après ce journal. La présentation du nouveau comité fédéral de l'Alliance des paysans indépendants dans le Haut-Katanga. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.